Chers collègues, je prends la parole et me prononce au sujet du projet de loi C-275. Mais avant d'en arriver à mes commentaires au sujet du rapport, permettez-moi de mettre les choses en contexte. J'ai grandi à Landmark, au Manitoba, en plein cœur du pays. Oui, en plein centre du pays. Si vous pensez que vous êtes pour tous les Torontois là, qui pensent qu'ils sont au centre du pays, ben ce n'est pas le cas. Le centre du pays, c'est à Landmark, au Manitoba. Alors, j'ai grandi là, dans cette communauté agricole. Plus tard, quand j'œuvrais en plomberie, j'ai travaillé en étroite collaboration avec le secteur agricole. Souvent, j'installais des systèmes de chauffage dans des granges ou dans d'autres bâtiments. L'importance de l'agriculture et la nécessité d'être conscient des défis qui sont propres à l'agriculture est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai été nommé en 2009, j'étais ravi que le premier comité auquel je sois nommé soit celui de l'agriculture. À l'époque, le gouvernement Harper souhaitait que ces sénateurs siègent dans des comités où ils possédaient une expertise. Ça est assez particulier. On est loin des jours où même un promoteur immobilier qui n'a aucune expérience dans le domaine de l'agriculture peut faire partie d'un comité. Hein? C'est plus comme ça aujourd'hui. Hein? Mais à l'époque, il fallait en savoir. J'ai parrainé tous les projets de loi sur l'agriculture au Sénat sous le gouvernement Harper. Et donc, j'ai siégé à ce comité jusqu'à ce que je sois nommé chef de l'opposition au Sénat en 2019. J'ai siégé au comité de l'agriculture et des forêts en même temps que le sénateur Mercer. Et j'utilisais son nom parfois lorsque j'étais mécontent, mais aujourd'hui, je le fais de façon beaucoup plus chaleureuse car nous sommes de bons amis. Il a siégé au comité en tant que libéral et moi en tant que conservateur. Et malgré nos opinions politiques divergentes, nous étions rarement en désaccord au comité. Il y avait quelques exceptions, comme par exemple la question du monopole de la Commission canadienne du blé, mais dans l'ensemble, lorsqu'il s'agissait de questions agricoles, tous les membres du comité étaient d'accord. Nous nous sommes tous efforcés de comprendre le secteur agricole et de découvrir ce qui était bon pour le secteur agricole. Nous siégions à ce comité parce que nous aimions l'agriculture, nous apprécions les producteurs et nous reconnaissions le fait que la politique agricole doit soutenir le secteur et non lui nuire. Chers collègues, je sais que le sénateur Gould dit que nous avons recours à des discours écrits et que nous répétons les mêmes choses, mais je tiens à dire que j'ai vraiment l'impression que cette époque est révolue. Bien que je ne sois plus un membre du comité de l'agriculture et des forêts, j'y siège à quelques occasions. Par exemple, j'ai siégé lorsque deux différents projets de loi ont été étudiés. D'abord, il y a environ un an, il y a eu le projet de loi C-234 relatif aux exemptions applicables à la taxe carbone. Le deuxième projet de loi est celui dont nous discutons aujourd'hui, c'est-à-dire le projet de loi C-275, loi modifiant la loi sur les santé des animaux, biosécurité dans les exploitations agricoles. Et lors de ces deux occasions, j'ai constaté que je ne reconnaissais plus le comité de l'agriculture. J'avais l'impression de ne plus être entourée de sénateurs qui souhaitaient ce qu'il y a de mieux pour l'industrie agricole. C'était le cas de certains, mais pas de tous. Certains défendaient leurs propres intérêts ou se livraient à un jeu de pouvoir étrange au lieu de veiller aux intérêts des producteurs agricoles et de l'ensemble du secteur de l'agriculture. Lors de l'étude par le comité des projets de loi C-234 et C-275, lorsque les agriculteurs, les producteurs et les organisations agricoles se sont présentés au comité et ont appuyé unanimement une position, j'ai constaté que les membres du comité les ont traités avec mépris, leur ont fait la leçon, les ont traités avec hostilité. Au lieu d'essayer de comprendre leur position, ils se sont comportés de façon sceptique et critique. Ils ont adopté des positions antagonistes à l'égard de l'industrie. Non seulement ça m'a surpris, mais ça m'a alarmée. J'ai été choquée de constater, et je suis désolée de le dire, que le comité sénatorial de l'agriculture d'aujourd'hui n'est plus
l'ami des agriculteurs. Et la sénatrice Whalen y a fait allusion précédemment dans son discours. Avec le projet de loi C-234, le milieu agricole de tout le pays demandait unanimement une simple modification à la taxe sur le carbone qui exempterait le propane et le gaz naturel de la taxe sur le carbone de la même manière que l'essence et le diesel étaient déjà exemptés. Ils étaient unanimes. Les producteurs pourraient ainsi économiser des millions de dollars qui pourraient ainsi être réinvestis dans des technologies plus propres, par exemple. Et pour certains, cet argent pourrait faire la différence entre la solvabilité et l'insolvabilité de leur exploitation agricole. Cependant, la majorité du comité a refusé d'écouter les producteurs et a préféré modifier le projet de loi de façon à ce qu'il ne devienne jamais une loi. Sous le prétexte d'améliorer le projet de loi, le sénateur Dalphond y a inséré une pilule empoisonnée. Je dois dire que le Sénat, dans son ensemble, a rejeté ces amendements au stade du rapport et le projet de loi a été renvoyé en sa version non amendée. Et donc, j'ai repris espoir pendant un certain temps. Mais les sénateurs Dalphond et Wu sont parvenus à convaincre le Sénat de modifier à nouveau le projet de loi, sachant pertinemment que s'il y avait des amendements, le projet de loi resterait en suspens, comme c'est le cas. Ces amendements ont été adoptés en troisième lecture et à ce jour, le projet de loi C-234 est inscrit au feuilleton à la Chambre des communes et ne sera probablement jamais adopté. Ainsi, les agriculteurs n'ont toujours pas bénéficié de cet allègement de la taxe carbone dont ils avaient tant besoin et que de nombreux citoyens de ce pays ont obtenu. C'était en décembre 2023, il y a presque un an. Aujourd'hui, le projet de loi continue de languir à la Chambre des communes et je ne serais pas surpris qu'il y reste jusqu'aux prochaines élections où il mourra au feuilleton. Et un gouvernement conservateur qui se basera sur le sens commun ramènera ce projet de loi et il revivra. Ceux d'entre vous qui avez voté comme vous l'avez fait ne pourront pas s'attribuer le mérite de l'obtention de cette mesure pour les agriculteurs. Aujourd'hui, je veux parler du projet de loi C-275 qui vise à ajouter une protection juridique supplémentaire pour les agriculteurs afin d'atténuer les risques posés à la biosécurité par des visiteurs non autorisés, qu'on appelle également intrus. Donc, le projet de loi propose des modifications à la loi sur la santé des animaux qui érigerait en infraction le fait de pénétrer sans autorisation légale dans des zones où des animaux vivent. Si cette entrée risque d'exposer les animaux à des maladies ou à des substances toxiques. Il y a des sanctions plus sévères qui sont prévues pour les intrus et on reconnaît également le droit à la vie privée, de même que les risques potentiels en matière de biosécurité que les entrées non autorisées font peser sur la santé animale et par extension la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il s'agit ici d'une réponse aux préoccupations posées par les intrusions dans les exploitations agricoles menées par des militants des droits des animaux. Ce sont des incidents qui imposent un stress aux exploitants agricoles et qui menacent la sécurité alimentaire, de même que les animaux eux-mêmes. Compte tenu de cette situation, il était nécessaire d'agir pour protéger les producteurs agricoles et leurs animaux. Et c'est ce que prévoit ce projet de loi, du moins avant qu'il ne soit modifié par le comité. Il y a des menaces comme la peste porcine africaine, l'influenza aviaire et d'autres qui posent un risque important pour la santé animale et pour la résilience du secteur agricole. S'il y avait une épidémie de peste porcine africaine, par exemple, elle pourrait porter un coût économique de 24 milliards de dollars à l'industrie porcine et toucher des milliers d'emplois.
De plus, il y a l'impact sur la santé mentale que causent les intrusions et les atteintes potentielles à la biosécurité sur lesquelles on ne saurait trop insister. Ces entrées non autorisées peuvent causer de la détresse chez les agriculteurs qui craignent pour leurs moyens de subsistance. Et donc, le projet de loi C-275 vise à dissuader de telles activités et à appuyer la santé mentale des agriculteurs. Au comité, des producteurs agricoles ont vigoureusement soutenu ce projet de loi qu'ils ont qualifié d'indispensable. Matthew Atkinson, président de l'Association canadienne du bétail, a dit que les intrus qui entrent dans les fermes constituent un risque pour la biosécurité et que les modifications proposées au projet de loi C-275 permettraient d'agir de façon ciblée devant ce risque pour protéger la sécurité alimentaire et la biosécurité à la ferme. Darren Ferrand, président des éleveurs de dinde du Canada, a dit que le projet de loi 275 était un projet de loi essentiel qui renforcerait la biosécurité et préserverait la santé et le bien-être des animaux ainsi que la sécurité du personnel agricole. En tant qu'éleveur de dinde profondément engagé envers le bien-être de ces animaux, il demandait instamment au comité de soutenir ce projet de loi et d'œuvrer à son adoption rapide. Chers collègues, le défi que représente la biosécurité n'est pas théorique. La mise en œuvre de protocoles formels de biosécurité dans l'agriculture canadienne est un processus qui est en cours depuis longtemps, qui s'est accéléré à la fin des années 80, au début des années 90. Aujourd'hui, dis-je, il y a des protocoles très stricts qui sont en place en ce qui concerne la biosécurité dans les élevages aviaires, l'industrie apicole, les exploitations de bovins de boucherie, l'industrie des cervidés, les fermes laitières, la filière équine, caprine, les fermes de visons, les fermes ovines, les fermes porcines. Il existe donc des normes à tous les niveaux, régional, national, international. Et il est important de comprendre que cette responsabilité en matière de biosécurité incombe aux agriculteurs. La CIA elle-même a dit que la biosécurité peut être considérée comme une approche globale en matière de gestion de la santé animale et que la coopération des visiteurs et des membres du personnel agricole constituait un élément important, mais ultimement, c'est aux propriétaires ou aux gestionnaires de l'exploitation agricole de faire le nécessaire pour s'assurer que les protocoles sont respectés par tous, y compris les membres de la famille, les employés et les visiteurs. Les détracteurs de ce projet de loi disent que le respect des mesures de biosécurité est volontaire, mais ce n'est pas le cas. On pourrait dire que ces mesures de biosécurité équivalent au fait de barrer sa porte à double tour lorsqu'on habite dans un quartier où il y a beaucoup de criminalité. C'est un choix, mais quiconque se préoccupe de ses biens et de sa sécurité le fera. En outre, les associations professionnelles ont intégré des protocoles de biosécurité dans leurs programmes qui sont contraignants et qui s'appliquent à la ferme, notamment les producteurs laitiers du Canada, les producteurs de poulet du Canada, les éleveurs de dinde du Canada et le Conseil canadien du porc. Ces protocoles doivent être obligatoirement respectés. Dis-je, si un producteur veut avoir accès au marché pour commercialiser ses produits. Donc, il n'y a rien de volontaire là-dedans. C'est le producteur agricole qui assume toute la responsabilité, tous les risques en matière de biosécurité dans son exploitation. Et c'est une chose que les producteurs prennent au sérieux. J'en étais le témoin lors de mon ancien emploi. Mon entreprise travaillait dans des fermes porcines au Manitoba, qui est une région où on produit beaucoup de porc.
Et les employés disaient, bon, je n'ai plus besoin de me doucher avant d'arriver au travail parce que je vais prendre 5 ou 6 douches au cours de la journée. C'est-à-dire qu'ils devaient se doucher avant d'entrer dans une grange et devaient se doucher lorsqu'ils sortaient pour aller chercher une pince dans leur camion. Par exemple, ils devaient se doucher à nouveau lorsqu'ils revenaient dans la grange. Et nous avions également une station de lavage de camions où nous lavions les camions avant qu'ils puissent passer d'une ferme à l'autre. Il fallait que les camions soient lavés et désinfectés. Les agriculteurs prennent ces obligations au sérieux. Ils tentent de faire tout ce qui est en leur possible pour faire en sorte qu'aucun incident ne se produise. Et après, on vient dire qu'il ne faut pas pénaliser les intrus. Les protocoles de biosécurité sont importants et rigoureusement appliqués par les producteurs. Pourtant, à l'heure actuelle, ils ne disposent d'aucun outil nécessaire pour garantir le respect de ces protocoles. Ils peuvent obliger leurs employés, les membres de leur famille et leurs visiteurs à respecter ces protocoles, mais ils sont totalement impuissants lorsqu'il s'agit de personnes qui entrent dans leurs exploitations sans autorisation. Donc, ils sont impuissants contre les intrus. En comité, il s'est imposé une idée voulant que le projet de loi devrait s'appliquer à tout le monde et pas seulement aux intrus, dis-je. Donc, il a été avancé que le projet de loi devrait s'appliquer à toute personne qui se trouvait dans l'exploitation agricole de façon tout à fait légale et régulière. Et il y a des modifications qui ont été apportées. Le projet de loi disait que nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime, entrer dans un bâtiment ou un autre lieu clos où des animaux sont gardés ou introduire un animal ou une chose si en pénétrant dans ce lieu ou en l'introduisant, l'animal ou la chose pourrait raisonnablement traîner l'exposition des animaux à une maladie ou une substance toxique susceptible de les affecter ou de les contaminer. L'amendement proposé supprime les mots « sans autorisation ou excuse légitime ». Et cette proposition d'amendement a été faite par un juge de sorte que les sanctions prévues par la loi s'appliquent non seulement aux personnes présentant sans autorisation ou excuse légitime, mais à tout le monde, ce qui inclut les producteurs eux-mêmes, leurs propres employés, leurs travailleurs étrangers temporaires, leurs visiteurs, les membres de leur famille ou des livreurs. Et cette mesure est mal avisée et mal conçue, de sorte qu'elle en devient malveillante. Comme je l'ai dit précédemment, ce sont les producteurs qui assument toute la responsabilité et tout le risque qu'un incident de biosécurité survienne. Pourtant, s'ils se trouvaient dans la situation tout à fait malencontreuse ou par erreur, par exemple, ils provoquaient un incident de biosécurité, ils s'exposeraient à des amendes pouvant aller jusqu'à 25 000 $ ou à 3 mois d'emprisonnement. Et ça, c'est s'il s'agit d'une infraction punissable par voie de procédure sommaire. Mais s'il s'agit d'un acte de criminel, l'amende pourrait aller jusqu'à 100 000 $. Il pourrait y avoir 1 an d'emprisonnement. Et ça s'ajoute aux conséquences dévastatrices causées par l'incident de biosécurité lui-même. En comité, le sénateur Dalphond a dit que comme il avait grandi sur une ferme, il représentait les agriculteurs en présentant cet amendement. Pourtant, du même coup, il a reconnu que son propre père a perdu des milliers de poulets à cause d'une maladie qui a contaminé non seulement un, mais plusieurs bâtiments. Ce sont les mots du sénateur Dalphond lui-même. Le sénateur Dalphond a dit qu'il savait ce qu'était la biosécurité, qu'il savait que c'était un risque important. Et il a dit qu'il savait qui en payait le prix ultimement, que ce n'était pas le gouvernement, que c'était son père. Je suis d'accord. Mais en invoquant une logique étrange, le sénateur Dalphond a présenté cet amendement qui, s'il avait été adopté au moment
de l'incident de biosécurité survenu à la ferme de son père aurait valu à son père une amende de 100 000 $ et 1 an de prison. Son propre père, alors que la situation lui aurait déjà coûté très cher. C'est la folie de cet amendement. Il n'aide pas le secteur agricole. Il lui nuit. C'est comme si on modifiait un projet de loi destiné à punir des braqueurs à domicile, mais qu'on l'appliquait plutôt aux propriétaires qui laissent accidentellement leur porte d'entrée débarrée. Imaginez si vous risquez de faire face à des accusations criminelles parce que vous avez oublié de barrer votre porte, en plus de devoir faire face au traumatisme et aux pertes causées par le braquage lui-même. Donc, en fait, ça équivaut à punir les personnes que la loi est censée protéger. Le sénateur Dalphond a peut-être grandi sur une ferme, mais il ne comprend pas l'agriculture. Le projet de loi C-275 a été rédigé dans le but de protéger les agriculteurs. Et l'amendement proposé par le sénateur Dalphond va à l'encontre de cette intention et punit les producteurs. Au lieu de les protéger, il les menace. Le sénateur Dalphond a évoqué 2 raisons, ou plutôt 3 raisons. La première, qui est assez paradoxale, c'est qu'il croyait que cette mesure me forcerait à prendre la parole au sujet du projet de loi 355 dans les délais qu'il souhaitait. En fait, il a même tweeté cette portion des audiences qui a été retweetée par des défenseurs des droits des animaux. Et depuis, mon bureau reçoit des appels téléphoniques. Il doit expliquer la procédure parlementaire à ceux qui nous téléphonent. Certains appels provenaient des États-Unis. Un appelant de New York m'a dit que des groupes de défense animale du Canada ont contacté leur bureau aux États-Unis et ont demandé de mobiliser leurs membres pour qu'ils appellent mon bureau. Je devine que si vous n'avez pas assez d'appui pour votre mouvement dans votre propre pays, vous allez essayer de trouver l'appui ailleurs. Le sénateur Dalphond avait d'autres raisons de présenter son amendement. D'une part, il craignait que le projet de loi n'outrepasse les compétences fédérales et d'autre part, il estimait qu'il renforcerait davantage les protections en biosécurité. Ces raisons peuvent sembler valables jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'elles sont inutiles et que l'amendement met en péril l'ensemble du projet de loi promettant de laisser la communauté agricole sans rien au lieu de quelque chose. Permettez-moi de l'expliquer en parlant de compétences. J'espère qu'il y aura des gens qui vont en parler plus tard et qui vont l'expliquer mieux que moi. Je suis sûr qu'il y en aura. Mais je vais quand même essayer. Cette préoccupation a été soulevée à maintes reprises lorsque le projet de loi a été déposé par John Barlow sous sa forme antérieure, le projet de loi C-205. Pendant le débat pour C-205, le gouvernement s'est opposé à la loi, au projet de loi, en partie pour des raisons de compétence. Mais avec C-275, le gouvernement a appuyé le projet de loi après que les conservateurs aient déposé un amendement en comité qui traitait de la préoccupation. Le député Francis Drouin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture, a déclaré lors de son discours en deuxième lecture du projet de loi C-275. Cet amendement permettrait d'atténuer les problèmes juridiques que j'ai soulignés précédemment en mettant l'accent sur l'entrée dans les zones de biosécurité à la ferme. Il placerait le projet de loi sous la juridiction fédérale parce qu'il serait plus clairement lié aux options agricoles à l'intérieur de la ferme. Cela renforcerait également les avantages des zones de biosécurité qui constituent un élément important des pratiques agricoles visant à prévenir la propagation des maladies animales. L'amendement du sénateur Dalphond répond à des préoccupations qui ont été soulevées à la Chambre des communes et qui ont été traitées à la satisfaction du gouvernement. Le gouvernement qui appelle le sénateur Dalphond. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes avec un large appui, avec le soutien de 133 libéraux, de 112 conservateurs, de 20 bloquistes et de 3 indépendants.
Chers collègues, cela représente un total de 275 députés élus, y compris le Premier ministre et l'ensemble de son cabinet, y compris l'actuel et l'ancien ministre de l'Agriculture. Chers collègues, en comité, Joseph Melachenko, avocat principal au sein des services juridiques de l'Inspection de l'Agriculture et des denrées alimentaires du ministère de la Justice, était présent pour nous aider dans nos délibérations. Je lui ai posé la question suivante. Auriez-vous conseillé le gouvernement sur la constitutionnalité de ce projet de loi? Une question simple. Voici sa réponse. Oui. Le ministère de la Justice examine les questions constitutionnelles pour soutenir les témoins du gouvernement qui comparaissent devant ce comité. Chers collègues, cela signifie que nous pouvons être certains de deux choses. D'une part, il a conseillé le gouvernement sur la constitutionnalité du projet de loi et d'autre part, le gouvernement a fini par appuyer le projet de loi. Il est donc évident que, comme l'a expliqué le député Francis Drouin, le projet de loi tel qu'amendé par la Chambre des communes est constitutionnel aux yeux du gouvernement. La question constitutionnelle est réglée. 278 députés étaient d'accord, mais le sénateur Dalphond n'était pas d'accord. Cela nous mène au deuxième argument que l'amendement va motiver les agriculteurs à être plus vigilants à l'égard de la mise en application des protocoles de biosécurité dans leurs exploitations. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est vexatoire et frivole. Les producteurs assument déjà tous les risques et toutes les responsabilités en matière de biosécurité. Ils n'ont pas besoin d'un pistolet législatif pour les convaincre. Un tel raisonnement montre à quel point le sénateur Dalphond et d'autres membres du comité AGFO, 6 d'entre eux, sont en décalage par rapport à l'industrie agricole et des producteurs. Seul un groupe de parties prenantes appuie ce projet et ce sont les défenseurs des droits des animaux, leurs avocats et leurs professeurs d'université. Les défenseurs des droits des animaux ont été très actifs dans ce dossier et leur raison est simple. Ils ont recueilli des centaines de milliers de dollars avec ce dossier et ils veulent continuer d'entrer illégalement dans les fermes, les étables, les parcs d'engraissement, les couvoirs et ainsi de suite lorsqu'ils décident d'envahir. Ils prétendent que le bien-être des animaux, c'est ce qui les intéresse le plus. Et ils s'inquiètent mais ils ne se soucient pas du bien-être et de moyens de subsistance des producteurs eux-mêmes. Leur objectif, c'est de mettre un terme à l'élevage de bétail dans son intégralité. Et leur objectif n'est pas d'améliorer le projet de loi, mais de le faire échouer. Mes chers collègues, si vous ne me croyez pas, vous croirez peut-être les défenseurs des droits des animaux eux-mêmes. Permettez-moi de citer un courriel envoyé par Animal Justice le 25 octobre, juste après que le sénateur Dalphond ait amendé le projet de loi. C'était tout de suite après. Voici ce que ça disait, chers collègues. Bonjour, nous sommes ravis de vous faire part de l'offre de cette semaine. Le projet de loi 275 visant à punir les personnes qui dénoncent les souffrances infligées aux animaux dans les exploitations agricoles vient de recevoir un coup dur au Sénat. En particulier, le Comité de l'agriculture du Sénat a amendé le projet de loi pour qu'il ne soit plus nécessaire de défendre les animaux. Le projet de loi garantit que les exploitations agricoles à l'origine d'éclosion de maladies peuvent être tenues responsables de l'absence de protection d'animaux contre les risques liés à la biosécurité. Alors, c'est ce qu'ils ont dit. Et vous avez maintenu la pression et défendu les animaux. Cet amendement est un énorme clou dans le cercueil de cette proposition de loi dangereuse. C'est le clou dans le cercueil, mais les sénateurs Dalphond, Varonier, Pate et d'autres disent que ce projet de loi, que l'amendement aide le projet de loi. Ne vous trompez pas, chers collègues. L'objectif des défenseurs des droits des animaux est de faire échouer ce projet de loi et ils se servent du sénateur Dalphond et de 6 autres sénateurs qui ont voté
en faveur de l'amendement pour y parvenir. La sénatrice Bernard, la sénatrice McBean, la sénatrice Pegg, la sénatrice Petitclerc, la sénatrice Simons et le sénateur Varoni. Ce sont les sénateurs qui ont aidé les défenseurs des droits des animaux à mettre un clou géant dans le cercueil de cette dangereuse proposition de loi, parce que les défenseurs ne veulent pas être des gens qui n'ont rien à se reprocher lorsqu'ils font intrusion et mettent en danger la santé des animaux dont ils prétendent se préoccuper. La sénatrice Simons a reconnu que l'amendement pourrait bel et bien éliminer le projet de loi. Elle a déclaré « Si nous amendons le projet de loi, compte tenu du climat politique actuel, il y a de fortes chances qu'il ne revienne pas à la Chambre. » Et elle a continué en disant qu'un tel résultat ne devrait pas avoir d'incidence sur la manière dont les sénateurs vont voter sur l'amendement parce que ce n'est pas de notre faute ni notre problème. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, chers collègues? Quel est notre problème? Quelle est notre responsabilité? Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas notre problème. Eh bien, je suis désolé, sénateur, mais c'est la faute de tous les sénateurs qui ont... C'est la faute des sénateurs et de toutes personnes qui ont voté pour ce rapport. Ces personnes qui ont appuyé l'amendement en comité, et ce sera la faute de tous les sénateurs de la Chambre qui ne voteront pas en faveur de l'annulation du rapport. Et j'ajouterai que les problèmes du secteur de l'agriculture ne sont pas les vôtres. Si ce ne sont pas vos problèmes, eh bien, permettez-moi de suggérer que si vous croyez que ce n'est pas notre problème, ne siégez pas au comité sénatorial permanent sur l'agriculture et les forêts. L'agriculture et les agriculteurs, si vous ne vous souciez pas d'eux, que faites-vous, chers collègues? Je ne peux m'empêcher de me demander si ces sénateurs, et en particulier avec un si grand promoteur immobilier de Toronto, seraient heureux que des personnes fassent intrusion dans sa propriété. Pourtant, il vient à un comité une seule fois en tant que remplaçant et il participe à un vote décisif sur un amendement. J'ai posé une question à l'avocat d'Animal Justice en comité. J'aimerais poser la même question à nos collègues ici. Si j'ai la preuve que vous maltraitez votre chien dans votre maison, alors voici la question que j'ai posée en comité. C'est cette question-ci. Si j'ai la preuve que vous maltraitez votre chien dans votre maison, pensez-vous qu'il serait acceptable que je vienne ouvrir votre fenêtre et que je me glisse dans votre salon pour prendre des photos de vous en train de maltraiter votre chien? Ou est-ce une entrée par effraction et devrais-je recevoir des accusations? Parce que c'est ce qu'on fait avec les gens qui entrent par effraction. Et ce type de comportement serait autorisé par les sénateurs. Ils ont appuyé une mesure qui mettrait un clou géant dans le cercueil de 675. Et ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'Animal Justice. Chers collègues, les objectifs des défenseurs des droits des animaux ne sont pas ambigus, ils sont clairs. Bien qu'ils prétendent promouvoir le bien-être des animaux, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un effort non dissimulé pour imposer progressivement leur vision du monde à tous les Canadiens avec l'aide des parlementaires consentants ou non. Alors, en toute franchise, les défenseurs des droits des animaux ne croient pas que les animaux devraient être maintenus en captivité. Point barre. Et comme l'a dit un sénateur un peu plus tôt, nos aliments ne viennent pas de l'épicerie, ils viennent des fermes. Les défenseurs des droits des animaux ne croient pas que les animaux devraient être gardés en captivité. Il n'est pas seulement question des éléments et des grands singes. Il s'agit plutôt de remettre en liberté tous les animaux de tous les zoos et de toutes les exploitations agricoles et il s'agit d'empêcher la consommation d'animaux. Je vais citer le plan stratégique triennal de Animal Justice en commençant par leur vision. Je cite, « La priorité absolue d'Animal Justice pour les années 2023 à 2025 est la protection des animaux d'élevage en raison de leur nombre et de l'ampleur de leur souffrance. En 2022, plus de 841 millions d'animaux terrestres ont été tués pour l'alimentation au Canada, un record. On estime que 10 milliards d'animaux aquatiques sont également tués chaque année. Notez l'accent mis ici. Souffrir ne signifie pas être détenu dans des conditions qui ne répondent pas aux normes de bien-être animal. Il s'agit de détention en captivité, quelle qu'en soit la raison, et surtout,
si l'objectif final est de tuer ces animaux pour la consommation humaine. Alors, chers collègues, n'allez pas à la maison et ne mangez pas de steak ce week-end, ne mangez pas de poulet parce que vous ne voulez pas que cela se produise. Vous voulez qu'on arrête de consommer des animaux. Et c'est ce qu'appuie l'amendement du sénateur Dalphon. Et il y a aussi le contre-argument qu'ont avancé les activistes en comité et que le sénateur Dalphon et ses alliés répètent comme des perroquets. Ils affirment que les défenseurs des animaux n'ont jamais provoqué d'épidémie dans une ferme. Donc, le projet de loi n'est pas nécessaire. Cet argument est tellement absurde que je ne devrais pas avoir à y répondre, mais vous me connaissez, alors je vais le faire. Tout d'abord, bien qu'il soit difficile de prouver de manière concluante l'origine de toute éclosion, les éclosions ont été déclarées à la suite d'enquêtes non autorisées et ont suscité de vives inquiétudes quant à la possibilité qu'ils aient été provoqués par des activistes venant envahir une propriété privée. L'exemple le plus récent, c'était en 2023. Il y a eu une éclosion de grippe aviaire dans le comté de Sonoma, en Californie, où une enquête de l'État a révélé que les activistes avaient pu propager la grippe aviaire dans une ferme. Les défenseurs des animaux ont tenté de faire valoir que puisque la source de l'éclosion ne pouvait pas être prouvée de manière concluante par des preuves absolues, l'incident devrait être ignoré. C'est une affirmation à la fois absurde et trompeuse. Elle laisse entendre que même si les manifestants entrent illégalement dans la propriété et la piétinent et qu'ils sont un vecteur possible de maladie, il faut l'ignorer parce qu'il n'y a pas de preuve absolue. Même le département californien de l'alimentation et de l'agriculture a noté que bien qu'il n'y ait pas de preuve absolue, il était plausible que le virus ait été introduit dans la ferme au cours de ces incidents. En outre, le risque de contamination a été confirmé par la décision de la Cour du Québec en 2022 dans l'affaire Poor Greg Farm, qui a déclaré 11 activistes animaliers coupables d'introduction par effraction, d'obstruction à un agent de la paix et de méfaits après avoir envahi une porcherie et refusé de la quitter. Bien que l'accusation n'ait pas été en mesure de prouver de manière concluante que les activistes ont causé la maladie et la mort de plusieurs porcs après leur invasion, le juge a noté ce qui suit dans leur décision. Il a dit que de telles actions peuvent entraîner la propagation de virus ou de maladies susceptibles de tuer de nombreux porcs, voire un troupeau entier. Le risque est réel et les conséquences sont graves. Suggérer qu'il n'est pas nécessaire de décourager les comportements à risque parce que ces comportements n'ont pas encore entraîné d'épidémie de manière concluante revient à dire à vos enfants ou à vos petits-enfants qu'on ne devrait pas jouer avec les allumettes parce qu'ils jouent avec eux depuis des années et qu'ils n'ont pas encore mis le feu à la maison. C'est à quel point cette situation est absurde. Donc, peu importe qu'il y ait eu un cas prouvé ou non d'épidémie, personne ne conteste le fait qu'une épidémie est une conséquence plausible d'une invasion illégale de la propriété privée. Mais on ne peut pas dire que le risque n'existe pas du tout. Franchement, chers collègues, quiconque soutient ces activistes qui prennent d'assaut les étables sans y être invités ne peuvent prétendre être un défenseur du bien-être des animaux. Une telle activité ne fait que menacer le bien-être des animaux et il y a aussi le potentiel de conséquences désastreuses pour les animaux et pour les animaux des fermes avoisinantes. Notre communauté agricole nous demande d'adopter ce projet de loi sans amendement afin de les aider à atténuer les risques. Pour conclure, permettez-moi de souligner à nouveau que C-175 est censé être préventif. L'un des principaux objectifs est de dissuader les comportements illégaux avant qu'il n'aient des conséquences désastreuses. Et le fait que les défenseurs des droits des animaux s'y opposent avec tant d'acharnement démontre que le projet de loi les dissuadera de pénétrer illégalement dans les exploitations agricoles. En définitive, les producteurs sont déjà incités à suivre les protocoles de biosécurité. Les intrus ne le sont pas, et c'est pourquoi ce projet de loi est nécessaire. L'amendement du sénateur Dalphon n'est pas nécessaire pour garantir la constitutionnalité du projet de loi ou pour renforcer l'impact du projet de loi sur les protections en biosécurité.
Le projet de loi tel que reçu par la Chambre des communes est appuyé par les producteurs, les groupes agricoles de tout le pays, le gouvernement, les ministres de l'Agriculture actuels et anciens, par Santé animale Canada et par l'ACIA. Le même amendement présenté par le sénateur Dalphond en comité a déjà été examiné par la Chambre et a été rejeté. Alors, écoutez, chers collègues, après le rejet de l'amendement en troisième lecture, le projet de loi a été adopté avec 278 voix contre 36. Alors, 278 contre 36. J'aimerais faire une comparaison rapide avec un autre projet de loi et on en parlera plus tard cette semaine. Le rapport a été déposé aujourd'hui. C'est 280, qui a aussi été amendé par les mêmes sénateurs. Ce projet de loi a fait l'objet d'un vote à la Chambre des communes et il y avait 320 voix contre 1, 320 contre 1. Et ici, nous avons un comité avec 10 sénateurs qui disent « Mais non, on sait quoi faire. » Et d'autres sénateurs qui disent « Ce n'est pas notre problème. » Et ensuite, on dit « Mais non, on fait des choix légitimes. » Et vous comprenez pourquoi les gens se posent des questions sur notre légitimité. Parce que vous leur répétez à maintes reprises que vous êtes indépendant et que vous n'avez aucun parti pris, mais êtes-vous du côté des agriculteurs? Comment peut-on, dans une société démocratique, même si l'on croit qu'on devrait avoir des droits de vote, nous devons quand même croire en la démocratie. Alors, imaginons que nous étions tous unis, nous étions tous du même accord et qu'il n'y avait aucun désaccord et qu'on avait un Sénat complet de 105 sénateurs. Eh bien, le vote de 275 et de 278 contre, ce serait en fait pour nous 133 voix. The 278 or the 133? Qui devrait gagner, le groupe qui a 278 ou 133? Disons qu'on vote sur le projet de loi 280. Le score serait de 280 à 106. Et néanmoins, on croit qu'on a le droit d'agir ainsi. Et nous croyons que ce n'est pas de nos soucis. On a, chers collègues, l'obligation de présenter de bons amendements. Mais quand ils ont déjà été présentés, 280, c'est la même chose. Ça a été rejeté. Mais nous, on dit non. Oh, vous savez pas de quoi vous parlez. Et on ne dépend de personne. J'ai lu l'article de la sénatrice Simons qu'elle a écrit. Bon, je ne sais pas quand elle l'a écrit, mais j'ai lu aujourd'hui. Elle dit, on est redevable envers personne. On ne se rapporte pas à personne. Peut-être pas les bons mots, là, je ne vais pas mal la citer, mais essentiellement, c'est ça qu'elle dit, la sénatrice. Et nous, on n'a pas besoin d'agir selon ce qu'on fait ailleurs, dans l'autre endroit. Chacun de ces 280, 278, 220 députés, chacun d'entre eux représente approximativement 120, 130 000 Canadiens. Des électeurs. Qui représentons-nous? On ne les représente pas. Qui représentons-nous? À qui sommes-nous redevables? Quand vous retournez à la maison, à qui vous répondez? Moi, je le sais. Parce que moi, je fais partie d'un caucus et j'en suis fier. Mais si vous ne faites pas partie d'un caucus, c'est correct. Mais à qui? Envers qui êtes-vous responsable? Envers personne? La sénatrice Simons dit, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas grave. Mais à qui rendez-vous des comptes? À personne. Bon, vous avez été nommé, donc personne ne peut vous mettre à la porte. Certains d'entre nous, bon, on doit faire davantage attention parce qu'on a peur qu'on agisse pour nous mettre à la porte avant que notre temps soit complété. Bon, heureusement pour moi, il me reste juste 8 mois. Donc, par le temps qu'on veuille me mettre à la porte, je serai déjà parti parce que les choses avancent pas vite au Sénat. Mais quoi qu'il en soit, chers collègues, il faut que nous soyons redevables envers quelqu'un. Nous le sommes tous et toutes. Alors, peut-être que vous êtes indépendant. Peut-être que vous n'avez pas de compte à rendre au premier ministre. Peut-être que vous n'avez pas de compte à rendre au caucus libéral. Mais vous devez rendre des comptes à quelqu'un. Comment cette personne, quel que soit leur degré d'intelligence ou leurs antécédents ou leur expertise, je m'en fous. Mais comment cette
personnes peuvent-elles être plus intelligentes que les 278, incluant, en passant, le gentleman qui vous a nommé ici, la personne qui vous a nommé, chacun d'entre vous, que vous soyez heureux de ça ou non, il vous a nommé et il a voté du bon côté pour ces deux projets de loi-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Et il faut que je... C'est en exergue ce point. Les amendements apportés au projet de loi C-275 ne reflètent pas du tout le rôle du Sénat qui est d'améliorer les lois qui nous sont envoyées par l'autre endroit. Le deuxième regard objectif. Parce que c'est un amendement étudié par l'autre endroit et rejeté. Donc, déposer de nouveau cet amendement va à l'encontre de la volonté manifeste de l'Assemblée élue. Voilà le genre de comportement qui attise les braises du cynisme quant au rôle et à la valeur du Sénat. Voici, sénateurs, ce qui mène à certains d'abolir, à la demande d'abolir le Sénat. Parce qu'on ne peut pas rabrouer les élus. J'ai défendu bec et ongle, comme vous tous, cette institution. Mais voilà le genre de comportement qui nous mène à croire que si c'est le mieux qu'on puisse faire, aussi bien fermer la porte du Sénat. Si nous décidons d'emprunter cette voie, pour bien des Canadiens, nous allons respecter ce que disait l'un sénateur. Nous ne serons pas la chambre du deuxième regard sobre, nous serons la chambre de la deuxième chance avinée. Je vous implore, je vous exhorte, je vous demande par pitié, chers collègues, d'appuyer l'industrie agricole. On a appuyé 2 projets de loi aujourd'hui et adopté 2 projets de loi parce qu'on ne se souciait pas de qui et quelle était la couleur de la personne qui avait soumis le projet de loi. On a adopté des projets de loi il y a 2 jours, le projet de loi du sénateur Oussakos, parce que nous ne nous sommes pas souciés de qui avait déposé ce projet de loi. Parce que pour nous, ce qui était important, c'est ce qui se passait au Canada. Et voilà ce qui se passe ici, chers collègues. Les gens se demandent, mais c'est qui parraine le projet de loi? C'est qui le porte-parole? Bon, Plaid va en parler pendant 40 minutes. Ben, dans ce cas-là, moi, je vote contre ce projet de loi. Pas parce que je devrais voter contre ce projet de loi, mais parce que lui, là, il m'énerve depuis longtemps, puis je suis fâché, donc là, je vais certainement voter contre lui. Oui, merci. Alors, je vous exhorte, chers collègues, à faire le bon choix. Aujourd'hui, levez-vous, tenez-vous aux côtés de nos producteurs agricoles, défendez-les, ces agriculteurs, tenez-vous coude à coude avec ceux qui les défendent, rejetez le rapport du Comité agricole du Sénat sur le projet de loi C-275, retournez le projet de loi à la version originelle qui a été appuyée presque unanimement par la Chambre des communes en 3e lecture. Merci.